Bonjour à tous, voici un nouveau numéro de Parlons d'Europe. Alors j'oublie souvent de le dire, mais c'est avec la Maison de l'Europe, qui est un centre d'information Europe Direct, que nous montons ce programme. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Merci d'être à nouveau présent. Donc je vous rappelle que vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'université François Rabelais. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très polémique parfois, sur la souveraineté nationale et l'Union européenne. Est-ce que ces deux mots sont conciliables? Ces deux réalités existent-elles l'une par rapport à l'autre? Comment ça peut se concilier? On sent bien qu'il y a toute une rhétorique politique à travers ça, mais c'est quand même important. Alors moi, ma première question, parce que quand on avait préparé cette émission, on était parti sur des définitions un peu différentes, je m'étais dit, la souveraineté européenne existe-t-elle? Alors voilà, ma première question, peut-être partir par un autre biais, est-ce que ça existe? Alors, c'est une bonne question, et la réponse risque de ne pas être aussi bonne que les questions. Alors je m'explique. Alors, ça voudrait dire quoi, la souveraineté européenne ou la souveraineté de l'Union européenne? Ça voudrait dire que l'Union européenne aurait un statut comparable à celui des États. Ce n'est pas le cas. La notion de souveraineté, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, est une notion très spécifique en droit, et seuls les États sont ce qu'on appelle titulaires de la souveraineté, c'est leur caractéristique fondamentale. Bien. Alors l'Union européenne n'est pas un État, donc logiquement elle n'est pas souveraine. Alors maintenant, si dans votre question, le propos est de s'interroger sur, au fond, l'identité de l'Union européenne, la présence de l'Union européenne, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, oui. Évidemment que l'Union européenne existe, est une entité, a une existence et engage des actions politiques, économiques, militaires, on le sait très bien. Partant de là, progressivement, l'Union européenne s'impose comme un acteur politique qui a les moyens de s'imposer politiquement, juridiquement, économiquement, et progressivement peut-être acquiert le statut d'une puissance régionale difficilement contestable. Et si on y ajoute à ça le fait que, et on le sait, l'Union européenne, le droit de l'Union européenne et les politiques de l'Union européenne s'imposent aux États, on voit bien qu'on atteint progressivement, alors non pas sur un plan juridique, mais sur un plan politique, symbolique, je dirais ce statut d'entité souveraine. Elle en a les capacités, elle n'en a pas encore la définition juridique. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Est-ce que ça pourrait résumer le propos. Elle n'a pas le titre, mais par son exercice de ses compétences, par les capacités qu'elle détient, elle s'y approche, tout doucement, progressivement. Alors justement, si elle s'en approche, il faut la définir, cette souveraineté, et donc revenir peut-être à notre souveraineté nationale. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Alors voilà, ça c'est un sujet passionnant qui passionne les juristes et les politistes. La souveraineté, d'abord je crois, c'est ce qu'on appelle l'attribut fondamental de l'État. C'est la caractéristique qui permet de distinguer l'État de toute autre entité. Seuls les États, il y a à peu près 200 États dans le monde, disposent de la souveraineté. La souveraineté de l'État, c'est à la fois la puissance de l'État, c'est l'identité de l'État, ce qui lui permet d'exister, alors à la fois sur la scène internationale, en tant que la France est un État souverain, donc en tant qu'entité étatique, mais qui lui permet également d'exister et d'imposer au fond, par le gouvernement, par ses dirigeants, sur le plan interne, ses choix. Bon. Donc la notion de souveraineté se conjugue, s'apprécie à la fois sur le plan international et sur le plan interne. Alors sur le plan international, tous les États sont souverains et sont donc placés dans une situation de stricte égalité. Et donc, dans les organisations internationales, les voix des États sont identiques. La Chine compte pour une voix, Malte compte pour une voix. Évidemment, après, il y a que le Parlement européen les réalités économiques, il y a peut-être que le Parlement européen pour avoir oublié ça. Bon, donc la souveraineté, c'est ça. C'est l'attribut fondamental de l'État, c'est la caractéristique fondamentale de l'État, et cela désigne en même temps la capacité d'action, la puissance de l'État, tant sur le plan international que sur le plan interne. Alors, merci de cette définition. C'est toujours important de revenir au sens des mots.
C'est parce que ça nous manque souvent et finalement on ne parle pas forcément des bonnes choses. Alors maintenant, cette notion d'État souverain, comment ça peut s'articuler avec cette Union européenne qui s'est constituée par le volontarisme des États Oui, bien sûr. et d'un certain nombre d'hommes, mais aussi des États derrière. Donc Bien sûr. comment ça peut s'articuler? Alors, c'est là où le débat devient passionnant, mais en même temps très compliqué. Parce qu'on a le sentiment que souveraineté des États, souveraineté de la France, et Union européenne, qui, comme on l'indiquait au départ, gagne, je dirais, en statut, en puissance, eh bien, sont difficilement conciliables. Est-ce qu'on peut concilier souveraineté de l'État, la France, et Union européenne? Alors pour certains, non. La rhétorique politique, on la connaît. L'Union européenne absorbe la souveraineté des États, remet en cause la souveraineté des États, et la France serait de plus en plus démunie face à une Union européenne sans cesse plus puissante, sans cesse plus croissante, et puis qui impose ses règlements, ses directives et ses politiques aux États qui en seraient en quelque sorte les victimes. Bien. Et j'ajoute que derrière la question de la souveraineté, je dirais au sens simplement juridique ou politique, s'ajoutent des éléments plus profonds, et dans certains discours politiques ça ressort très, très, très nettement, c'est que la souveraineté, je crois, n'est pas dissociable de questions fondamentales, mais qui sont liées, c'est-à-dire de l'identité culturelle, de l'identité historique, de l'identité linguistique des États. C'est tout cela, la souveraineté. Et donc, effectivement, quand on voit une Union européenne qui, a priori, impose ses choix, impose ses réglementations, choix et réglementations qui priment le droit national, que lorsqu'un État, la France, qui ne respecte pas les règles européennes, peut être condamné par la Cour de justice, eh bien on a le sentiment que notre souveraineté, notre identité, notre histoire au fond, se dilue progressivement, est entamée par l'Union européenne. Mais je crois que c'est une manière de penser les choses. Il y a peut-être d'autres manières aussi de concevoir le propos. Peut-être penser en d'autres termes que la perte de souveraineté, c'est aussi un partage de souveraineté. L'Union européenne, c'est pas peut-être pas une perte. Et puis, il y a quand même quelque chose qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est l'Union européenne. Quand on parle de l'Union européenne, c'est pas désincarné. Cette Union européenne et ce droit produit par l'Union européenne, ce sont quand même les États qui sont à la base. Je pense que vous dites vrai et vos deux remarques sont parfaitement fondées, notamment sur cette question de partage. C'est très important. Ce n'est pas la souveraineté des États ou de la France qui est remise en cause, fondamentalement dans le cadre de l'Union européenne. Et une analyse institutionnelle très, très, très basique, au fond, le démontre, et ça rejoint votre second propos. En effet, la France, les États n'abandonnent pas leur souveraineté. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Fondamentalement, les États se sont habitués à exercer en partage, en commun, conjointement, leur puissance souveraine. C'est ça la grande nouveauté. Alors ça ne se fait pas facilement. Non, alors vous allez me dire, est-ce que exercer en commun, partager, est-ce que ce n'est pas progressivement renoncer à Non. Parce qu'en réalité, dans cet exercice conjoint, dans ce partage de la puissance souveraine, les États sont bien présents, et ça rejoint le second point quand vous dites que l'Union européenne n'est pas désincarnée. Pourquoi ? Parce que ce sont nos ministres, c'est notre président de la République, ce sont nos députés, notamment, qui vont opérer les arbitrages lorsqu'il y a des décisions européennes à prendre. Donc il ne faut jamais oublier, je dirais, l'ADN fondamental de l'Union européenne, qui est précisément les États et leur souveraineté. Et c'est donc en pleine conscience et en pleine souveraineté, alors il est vrai qu'on doit concilier avec les autres partenaires, que les décisions européennes sont prises. Et une réglementation européenne, un règlement, une directive, une politique européenne n'est jamais rien d'autre qu'un compromis réalisé à 28, bientôt à 27, entre les différents États. Et c'est ça la nouveauté. Ce n'est pas un renoncement à la souveraineté, ce n'est pas un abandon de souveraineté, c'est une modalité d'exercice inédite, c'est vrai, nouvelle, de la puissance décisionnelle, de la puissance souveraine des États. C'est ça la nouveauté. Mais il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de renoncement. Alors, est-ce que, pour finir cette émission, je crois que c'était important de clarifier tout ça, on peut peut-être prendre un exemple de
ce rapport quelquefois un peu compliqué entre les États et l'Union. Il y a quelque temps, une association, les Amis de la Terre, qui lutte contre la pollution, avait été condamné en France. Je ne me souviens plus très bien de cette histoire, mais il me semble que c'est une histoire très importante. C'est très important. C'est une décision du 12 juillet 2017 qui a été rendue par le Conseil d'État à la suite d'une action engagée par une association qui s'appelle les Amis de la Terre contre les carences, au fond, du gouvernement à appliquer les règles européennes en matière de protection de l'environnement. C'est une illustration parfaite. La France est extrêmement active à Bruxelles pour imposer à ses partenaires des contraintes environnementales drastiques dans le cadre de la politique européenne de l'environnement, et notamment la lutte contre la pollution atmosphérique. Très bien. Donc la France est partie prenante. Elle a imposé un certain nombre de choix. Elle est même à la base. Elle est même à la base, d'ailleurs. Imposé un certain nombre de lignes, de critères qui sont contenus dans les directives européennes. Bien. Alors, il y a aussi parfois des hypothèses où la France n'est pas forcément en très bonne position. Ça rejoint notre question de la conciliation du partage de la souveraineté. Mais sur cette question environnementale, la France est très présente et très active. Parfait. Mais lorsque les autorités gouvernementales françaises doivent mettre en œuvre les directives que ces mêmes autorités gouvernementales ont négociées, eh bien là, il y a un peu moins de monde. Et elles les imposent au reste de l'Europe. En tout cas, ces directives sont imposées au reste de l'Europe, bien entendu, mais sur le plan national, on est un tout petit peu moins bon. Et la décision du Conseil d'État est extrêmement intéressante, puisque dans cette décision, le Conseil d'État dit qu'en matière de mise en œuvre des directives, le gouvernement ne peut plus se contenter d'être lié par simplement une obligation de moyens, où le gouvernement va dire oui, nous avons une directive, nous allons mettre en place des plans progressivement qui vont s'étaler sur 5, 10 ans, que sais-je. Là, dans cette décision, le Conseil d'État a dit que le gouvernement a une obligation de résultat pour mettre en œuvre les règles européennes au plan national. Donc c'est une nouveauté. Et ça veut donc dire, mais quoi au fond? Que lorsque la France adopte une directive de l'Union européenne à Bruxelles, qui est négociée par nos propres ministères d'ailleurs, et qui relève de choix et d'arbitrage, très souvent du Premier ministre ou du chef de l'État, la cohérence veut que cette directive soit appliquée par nos propres services au niveau national. Alors, il faut bien comprendre la question. On peut se plaindre effectivement que la souveraineté de l'État et de la France est progressivement remise en cause, mais de quoi on parle? Là, on parle de la pollution atmosphérique, on parle de notre santé. Alors on veut quoi? On veut un État dans sa pleine puissance souveraine qui ne respecte pas le droit européen, au risque, évidemment, pour nous, de subir les conséquences d'une pollution atmosphérique intensive? Ou bien veut-on un État qui comprenne que la santé est un enjeu évidemment prioritaire, que la protection de l'environnement est un enjeu majeur, et auquel cas, il faut bien admettre que partager la souveraineté et surtout mettre en œuvre les règles qu'on a adoptées à Bruxelles, au fond, n'est peut-être pas finalement une aussi mauvaise chose. Donc, victime de la pollution grâce à l'État et protégé de la pollution grâce à l'Europe. C'est exactement cela. C'est une synthèse admirable. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci Christine. À bientôt. Bonne semaine à tous.